Madame Baldi, Madame Baldi, c'est vous qui lancez le bal en activant votre micro. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, Laurence, merci de me passer la parole et de donner l'occasion Recording in progress. aujourd'hui d'aborder cette thématique de l'illettrisme qui, quelque part, a un aspect très transversal à tous les parcours, qu'il s'agisse de parcours d'insertion sur lequel cette question est assez centrale, hein, ou qu'il s'agisse de reconversion professionnelle pour certains salariés, où on s'aperçoit qu'on manque parfois d'outils et d'approches pédagogiques qui permettent de prendre en compte cette dimension. C'est pour ça que ces temps de concertation départementaux qui sont organisés dans tous les départements, je crois, hein, de PACA courant du mois de juin, ont pour moi un aspect important dans la mesure où ils vont nous permettre, d'une part, de faire remonter un état des lieux, un diagnostic, même si moi, de mon côté, j'ai peu d'éléments et donc je suis tout à fait attentive à ce qui pourra être exposé en matière de situation des Alpes-Maritimes par rapport à d'autres départements par rapport à cette problématique. Et deuxièmement, ce qui est intéressant, c'est aussi de faire connaître les différents outils qui sont à disposition, qui peuvent permettre de mieux détecter, de mieux accompagner, d'avoir une approche très pragmatique aussi de cette problématique, et ensuite de faire remonter aussi les initiatives intéressantes, innovantes, qui peuvent être essaimées, les actions qui ont porté leurs fruits et qui sont en cours dans le département et que tout le monde ne connaît pas forcément. Voilà, donc je suis très heureuse de ce temps de concertation qui est ouvert et qui va permettre, je pense, d'avoir des échanges riches et fructueux. Voilà, je pense que ma collègue du conseil régional a certainement des éléments de diagnostic sûrement plus précis que moi en la matière. Alors, plus précis, je ne sais pas. Merci Sylvie. Plus précis, je ne sais pas, mais tout à l'heure, Elisabeth fera un panorama, en fait, hein, chiffré, je crois, très factuel de l'état, en fait, hein, de la population sur les situations d'illettrisme et d'illettronisme. Moi, je voulais juste rappeler que l'année dernière, effectivement, on a fait un rendu, en fait, avec le CRI, des freins identifiés autour de l'action Cléa qui avait beaucoup de mal en fait à trouver des stagiaires. Donc, effectivement, tout à l'heure, M. Borsotto nous a parlé d'une réunion qui avait eu lieu donc, en 2020 et qui, du coup, a donné lieu à ce rendu que l'on vous a adressé, où on avait bien identifié tous les freins et où on a imaginé des solutions pour le nouveau marché, dont je vais vous parler dans quelques minutes. Donc, vous dire également qu'on a positionné en introduction de ce marché, donc compétences professionnelles qui va se déployer de 2022 à 2026 pour la région, le repérage des problématiques d'illettrisme et d'illettronisme. Et donc, on attendait des propositions dans les offres des organismes de formation, de solutions, de process visant en fait au repérage, au diagnostic de ces problématiques le plus en amont possible. Donc, on a eu des réponses, hein, puisqu'on on a instruit, donc on a eu des réponses, et notamment sur les troubles d'apprentissage 10 également, on a des réponses. Donc, je vous disais, dans le nouveau marché, on vous expliquera dans quelques semaines, quand on aura plus de temps, on a positionné une action de formation totalement nouvelle qui s'appelle Itinéraire compétences base, qui permettra donc de positionner des personnes repérées par les prescripteurs, mais sans forcément être évaluées, parce qu'il faut une certaine connaissance quand même pour évaluer les niveaux et les besoins de tous ces publics. Donc, ils pourront être positionnés directement dans cette action, et l'organisme de formation fera un positionnement et proposera donc des modules qui essentiellement tourneront autour de 5 thématiques de remobilisation, du CLEA, notamment du numérique, du FLE et de la remobilisation.
si je l'ai déjà dit, plutôt des savoir-être, enfin des soft skills. Voilà. Et donc, cela nous permettra, je pense, puisqu'il n'y aura pas de CAF, ça sera complètement nouveau, nous permettra en tous les cas de positionner dès le premier besoin, en fait, dès que nos partenaires sentiront qu'il y a vraiment des freins en fait, à l'entrée en formation professionnalisante ou qualifiante, ça nous permettra donc de positionner des publics sur ces actions. Voilà, donc ça. Et puis en parallèle, on a également un FIF, donc un fonds d'innovation pour la formation professionnelle sectorielle sur les formations inclusives, qui a été voté fin d'année 2021 et qui commence à se déployer avec des actions que l'on attend sur des champs pas couverts aujourd'hui. Et je pense que là, c'est un petit peu aussi un appel à contribution de projets peut-être innovants que vous pourriez déposer ou participer à un groupement qui pourrait déposer des projets autour de l'illettrisme, des repérages et du traitement de cette question. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des principales informations, en tous les cas, dont je voulais vous parler, sachant que le 06, les Alpes-Maritimes, ne sont absolument pas épargnées, évidemment, par ces situations et plus particulièrement, soit dans les territoires isolés des moyens et au pays, mais également en cœur de ville, lorsqu'on a des grandes difficultés à accéder au numérique et à tous ces échanges qui se font via le numérique et pour lesquels on n'a pas eu forcément d'apprentissage ou de socle de compétences de base acquises. Voilà. Aujourd'hui, peut-être pour compléter, c'est dire aussi que dans le cadre du programme régional d'investissement dans les compétences, mais je pense que Daphné pourra le compléter, il existe aussi beaucoup d'outils de formation qui peuvent être activés sur ces savoirs de base, sur ces remises à niveau qui sont mobilisables, mais au plus près des territoires et selon les besoins qui sont identifiés. On a en même temps des moyens de répondre à la problématique. Oui, tout à fait. Je pense vu les acteurs autour de la table, on va avoir l'occasion d'en parler. Merci beaucoup pour cette entrée dans le vif du sujet. Pour notre réunion, pour cette réunion, juste un petit point sur la façon dont ça va se passer. Là, je vais poser les enjeux, notamment en termes chiffrés. Immédiatement après, ma collègue Marine animera un temps de partage de constats, d'expériences pour que vous puissiez faire remonter ce que vous observez ou ce que vous faites. Ensuite, il y aura un temps de présentation des ressources du CRI, celles à votre disposition, et un dernier temps de travail qui sera sur les projets qu'on aurait envie de mettre en place ou des projets remarquables, enfin d'aller sur au-delà du diagnostic, comment mieux faire ensemble, puisque c'est un petit peu ce qui anime ce temps de concertation. C'est à la fois un temps de diagnostic partagé, mais aussi de mise en projet collectif. Elisabeth, pour ce qui est des chiffres, je veux bien un petit support et je pense que ça aidera tout le monde à suivre et à digérer ces parties-là. Je vais présenter très rapidement le CRI pour ceux qui ne nous connaîtraient pas tout à fait. Donc, le CRI, nous sommes une association avec comme objet d'apporter un appui technique et pédagogique aux acteurs de la lutte contre l'illettrisme et de l'apprentissage de la langue. Donc, nous ne sommes pas organisme de formation auprès des publics directs, mais nous sommes une structure intermédiaire avec des missions socles, 4 grandes missions socles. Une mission d'information
vous les voyez à l'écran, hein, information tout public, documentation, appui à la professionnalisation et observation. Ce sont les missions socles qui sont partagées par tous les centres ressources illettrisme et analphabétisme de France. Il y en a 26 qui sont actifs sur le territoire. Par ailleurs, nous avons également des projets qui là sont sur un aspect plus spécifique et je nommerai notamment l'appui au monde économique dans lequel nous travaillons à sensibiliser le monde économique à la mise en place de formations de base pour les salariés et donc toute la chaîne d'acteurs dans le monde économique qui travaillent sur qui sont impliqués. On reviendra sur les ressources, donc on va passer à la diapo suivante avec un très bref rappel sur la définition de l'illettrisme, donc la définition de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme qui a été établie en 2003. La situation d'illettrisme, ce sont des personnes scolarisées en français et ayant des difficultés pour lire et surtout comprendre un texte de la vie quotidienne et ou des difficultés à écrire pour transmettre une information simple. Voilà, ça c'est le socle de l'illettrisme. Après, si on peut passer à la diapo suivante, voilà, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme a défini un noyau de compétences de base qui sont les compétences permettant d'être autonome dans la vie courante. Et donc, vous voyez dans les compétences, au-delà de la compétence écrite, il y a la compétence langagière, donc la communication à l'oral notamment, la compétence mathématique, la compétence cognitive et la compétence numérique. Voilà, donc au CRI, ce qui nous préoccupe, c'est que les adultes puissent, à tout âge, se former et acquérir ces compétences de base. Et qu'ils soient accueillis aussi dans la société qui est la nôtre, même en ne maîtrisant pas certaines de ces compétences-là. Je dis ça parce que c'est évidemment aussi une des choses qui nous a poussé à lancer cette concertation, c'est qu'il y a eu cette période Covid dans laquelle les personnes en situation d'illettrisme se sont trouvés particulièrement démunis pour faire leur démarche habituelle, puisque tout s'est fait de façon dématérialisée. Et donc, on peut parler d'une double peine dans laquelle ils se sont retrouvés, et je dirais sont toujours, puisque la dématérialisation, c'est à la fois celle des services publics, mais aussi tous les process au travail qui se sont dématérialisés, et qui font qu'aujourd'hui, encore plus qu'hier, c'est des compétences dont il est difficile de se passer. Donc, ça nous semblait particulièrement important de d'aller dans chacun des départements de la région pour voir, voilà, aujourd'hui, 2022, où est-ce qu'on en est. Je dis aujourd'hui 2022, cette concertation, on voulait l'organiser l'année dernière, mais avec les conditions sanitaires, on n'a pas pu. On voulait venir, on voulait se déplacer, on voulait que cette concertation, elle se fasse ensemble dans un même endroit. Vous voyez que finalement, on y a renoncé. On s'est dit qu'on allait travailler là, cette fois-ci, comme ça, ce qui ne nous empêchera pas de se voir très prochainement, on l'espère. Alors, sur les chiffres, alors nous n'avons que des données assez anciennes, ce sont les données de l'INSEE, l'enquête information vie quotidienne, une enquête spécifique dans laquelle les personnes sont évaluées en face à face et qui nous a montré il y a 10 ans que dans la région, comme en France, on avait 1 adulte sur 10 qui était en grande difficulté avec l'écrit et que plus de la moitié de ces 300 000 personnes avaient été scolarisées en France, autant de femmes que d'hommes. Pas beaucoup de ces personnes en emploi. Donc là, c'est
une des idées reçues que cette enquête avait balayé, le fait que l'illettrisme était réservé aux personnes qui étaient en situation d'exclusion. Non, non, beaucoup sont en emploi. Et les générations âgées sont plus touchées que les jeunes. On a là l'effet de la démocratisation scolaire et également le fait que plus l'âge de l'école s'éloigne, plus la sortie de l'école s'éloigne, plus on oublie les compétences qu'on n'utilise pas. Ça vaut pour certaines choses en mathématiques, en histoire, mais ça vaut aussi pour la lecture-écriture. Si on peut aller sur la slide d'après. Donc après, on vous a préparé un petit zoom sur quelques caractéristiques. Donc les personnes qui habitent dans les zones urbaines sensibles sont particulièrement touchées puisqu'elles sont 23% contre 9% dans la population globale. On a également la pauvreté qui joue comme facteur de corrélation, les personnes qui ont vécu dans un logement précaire quand elles étaient enfants. Le chômage aussi, qui est un facteur important, c'est-à-dire qu'on a presque 2 fois plus en proportion de risques quand on est au chômage d'être en situation d'illettrisme qu'en emploi. Et le dernier point qu'on peut voir, c'est également le fait qu'on a 18% de la population qui est en situation préoccupante en calcul. Donc là, vous voyez qu'on a des chiffres qui sont encore plus importants que sur le lire-écrire. Et quand on parle de calcul, là, on est sur des choses quand même relativement simples. On a 14% de la population en situation préoccupante face à l'oral. Et ces 3 difficultés, l'écrit, l'oral, l'oral et le calcul, peuvent se cumuler, mais pas toujours. Donc voilà un petit peu pour un portrait rapide grâce à cette enquête. Du côté des jeunes, donc on a un indicateur, là c'est vrai qui est important, c'est celui des journées défense-citoyenneté, où on voit que ça permet en fait aux jeunes Français recensés ils passent un test de compréhension de l'écrit. Donc là, on vous a indiqué les chiffres 2020, dans lesquels on voit qu'il y a 9,5% des jeunes Français qui sont repérés en difficulté. Et dans les Alpes-Maritimes, on est à 7,3%. Donc en dessous du chiffre national. Donc, c'est un chiffre qu'on ne peut pas comparer avec les autres années. Tous les ans, l'armée met à disposition ces chiffres. C'est un test qui a été fait par l'Éducation nationale et que le personnel de l'armée fait passer. Donc là, on ne peut pas être dans une comparaison, mais c'est quand même très précieux puisque ça veut dire qu'on a chaque année des cohortes de jeunes qui sont repérés en difficulté. On vous a indiqué également un chiffre un peu plus global qui est un diagnostic qui a été réalisé dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, où on voit que dans notre région, il y a 165 000 jeunes, 800 jeunes qui ne sont ni en emploi ni en formation. Alors peut-être qu'ils sont moins, puisqu'entre-temps, il y a eu un certain nombre de mesures gouvernementales qui ont été lancées, de dispositifs. Donc là, c'est des chiffres qui datent de 2019. Et on a aussi des données plus qualitatives du côté des contrats d'apprentissage, où on voit que c'est un facteur d'échec ou de rupture de contrat pour ces jeunes en difficulté avec les savoirs de base. Laurence, c'est Manuela.
Oui. Si je peux juste faire un focus sur l'âge des personnes, on a effectivement une étude consolidée sur les personnes en situation d'illettrisme de 2004, consolidée ensuite en 2018, donc via l'INSEE, et qui montre que ce ne sont pas forcément les plus jeunes, puisqu'on a en tête on va dire les 16, 18 jusqu'à 25 ans. En réalité, la plus forte proportion de personnes en situation d'illettrisme, ce sont les 56-65 ans. On a 30% des personnes de cette catégorie, de cet âge. Ensuite, en fait, ça diminue en fonction de l'âge. Ensuite, on passe à 23% pour les 36-55 ans. Et puis, pour les plus jeunes, les 18-25, on est à 9%. Voilà, donc ça, ce sont les chiffres consolidés 2018. 2018 ou 2004 consolidé en 2018. Donc, je pense D'accord, qu'ils ok. ont… Ouais. C'est une documentation que j'avais récupérée sur l'INSEE. D'accord. C'était juste pour faire un focus sur le fait qu'on a en tête que ce sont les jeunes, mais non, en fait, les 18, enfin, mais non, c'est quand même assez grave parce qu'ils vont peut-être le rester longtemps, mais les 18-25 ans représentent 9% des personnes en situation d'illettrisme, alors que à partir en fait de 36 ans, donc c'est nettement plus important. 36 à 55, c'est 23%, et 30% au-delà. Voilà. Si je puis me permettre d'essayer d'éclairer ces données, elles sont sur les Alpes-Maritimes, n'est-ce pas, Manuela? Non, pardon, ça En c'est à région. l'échelle France. Non, à l'échelle D'accord. nationale. Hein. Ok, Ouais. comme l'a dit Laurence Buffet précédemment, bien sûr que le taux, on va dire ce chiffre est moindre pour les jeunes, mais il ne cesse de grandir avec l'âge, puisque au fil du temps, si je n'exerce plus, si je ne mets plus en pratique mes compétences de base, je vais les perdre. Donc, Oui. pour moi, l'éclairage de ces chiffres, c'est l'évolution dans la vie et le fait de ne plus pratiquer le lire, l'écrire, le compter, qui va peut-être donner effectivement des chiffres plus avancés. Il faudrait comparer sur des dizaines d'années, etc. Mais à mon avis, c'est un prisme, voilà, c'est une donnée qualitative à ne pas oublier. Oui, tout à fait. Et qui fait l'enjeu de notre réunion aujourd'hui et du fait du repérage et de l'accompagnement. Oui, mais tout à fait. Et c'est vrai que ça fait partie des stéréotypes qui sont mis à mal, où on a effectivement en tête le fait que ce soit enfin, que l'illettrisme, c'est les jeunes des cités, par exemple. Ça, et effectivement, cette enquête de l'INSEE a montré que non, ce n'était pas d'abord des jeunes, c'était d'abord des générations plus âgées, et que la problématique, elle était dans tous les lieux, c'est-à-dire la moitié en zone rurale, l'autre moitié en zone urbaine, etc. Donc, on est là face à finalement un phénomène extrêmement transversal et qui est mal connu parce qu'il a une dimension invisible. Les personnes en situation d'illettrisme n'en parlent pas, elles communiquent à l'oral de façon plutôt aisée, donc ça ne se voit pas immédiatement. Donc c'est sûr que c'est important d'avoir des chiffres qui objectivent, et on a hâte d'avoir des chiffres actualisés. Ça ne saurait tarder. Normalement l'année prochaine, fin d'année, il devrait y avoir on va pouvoir connaître cette évolution. Oui, non, je vais passer, ou alors très vite, parce que c'est vrai que le problème des chiffres, ça objective, mais c'est aussi un peu lourd, mais d'avoir en tête qu'il y a certains secteurs professionnels qui sont extrêmement touchés, comme l'hôtellerie, la restauration, la construction, que effectivement c'est une problématique qui est importante pour les personnes qui sont au chômage
mais également celles qui sont inactives, que c'est aussi une problématique plus importante dans les milieux les moins qualifiés. Voilà. Et que cette question-là, elle est renforcée également pour les femmes qui sont, on le voit, 58% des femmes de la région qui travaillent, alors qu'il n'y a que 43% parmi celles qui sont en situation face à l'écrit qui travaillent. Et par contre, je veux dire, sur les métiers de la messagerie, logistique, aujourd'hui là-dessus, ou voire peut-être les premiers niveaux sur les services à la personne, ce sont quand même des secteurs, moi il me semble, aujourd'hui, ont quand même des salariés qui sont en situation d'illettrisme. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui ressort, semble-t-il, de votre étude ou, je ne sais pas, les collègues de Pôle emploi sont présents? Est-ce que ce n'est pas des éléments qu'ils ont pu repérer ou identifier par rapport à ces trois autres filières? Alors, c'était ressorti dans la synthèse Cléa que nous avions fait l'an dernier pour la région, notamment sur le secteur, mais là, on sort du 06, de Miramas, Bouches-du-Rhône. Donc, effectivement, sur les services à la personne et également la logistique. Tout à fait. Mais alors, pas de situation, entre guillemets, stricto sensu pure illettriste, mais de très grandes difficultés avec les compétences ou savoirs de base. Donc, effectivement, tout à fait sur ces deux, je dirais, deux champs de métier. Oui. Je ne sais pas si ça fait écho à d'autres personnes. Ouais. Alors oui, en fait, pour les services à la personne, effectivement, c'est repéré, tout à fait repéré. Mais on est dans une problématique, pour le coup, plus globale, parce que finalement, ce sont des métiers en forte tension, maintenant, tension structurelle, qui plus est, qui appellent quand même un minimum de savoir, enfin de compétences pour pouvoir tracer ce qui est pratiqué auprès des personnes, notamment auprès desquelles ils interviennent. Et donc, il y a un minimum en fait d'outils numériques dont il faut savoir se servir. Et puis également une capacité aussi à comprendre et à formaliser en fait déjà leur activité et puis ce qui est attendu. Donc oui, c'est une problématique repérée, mais on est dans une situation où on a, je ne sais pas, je dirais une bêtise en donnant un chiffre, mais parce que je ne le connais pas précisément, peut-être que Frédéric tu l'as, mais on a beaucoup plus évidemment d'offres d'emploi que de personnes qui souhaitent y entrer. Voilà, donc, mais effectivement, c'est une double problématique, ces personnes qui vont dans ces métiers de service à la personne, mais qui, pour autant, ne peuvent pas avancer, se qualifier si elles n'ont pas un minimum de compétences ou de socle, en tous les cas, pour y arriver. Pensez peut-être aussi aux métiers sur les champs de la sécurité, notamment Oui. sécurité privée, parce que ce sont toujours des métiers, évidemment, qui sont quand même en tension, mais je comprends, il faut savoir gérer une main courante, mais très souvent, on a quand même, je veux dire, des populations qui intègrent ces postes de travail comme étant un premier niveau de qualification. Et on sent très bien qu'après, il n'y a pas forcément évolution des compétences si derrière, il n'y a pas cette maîtrise quand même des savoirs de base. On sent souvent des personnes qui ont des savoir-être et qui n'ont pas forcément, je veux dire, un bon niveau de connaissances techniques et peut-être de gros problèmes au niveau illettrisme. Oui, peut-être que Pôle emploi… Donc ça par rapport à notre secteur d'activité sur le 06. Alors, peut-être que Pôle emploi, vous pouvez intervenir. Vous avez quand même une connaissance sur les métiers de la sécurité, mais je ne sais pas si la problématique vient du fait qu'ils ont un savoir-être et pas une très bonne compréhension. C'est peut-être l'inverse, parce qu'il y a des consignes de travail, de sécurité qui sont importantes, et donc il faut effectivement pouvoir savoir lire et comprendre.
Oui, d'autant que bonjour, c'est Nadine Anguia, d'autant que la sélection pour intégrer les formations en Oui. sécurité est quand même d'un niveau assez élevé, hein, notamment Oui. si la personne veut obtenir, en plus de son CQP, si elle veut obtenir le SIAP, la barre est mise quand même assez haut, et nous, ce que nous constatons sur les actions que nous mettons en œuvre, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de personnes qui sont retoquées et pour lesquelles nous proposons derrière des formations alternatives de manière à leur permettre d'acquérir les connaissances de base qui leur manquent. Je dirais qu'on est sur des métiers où les deux, aussi bien le savoir-être qu'un certain niveau sont requis, et c'est bien ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas nous le constatons, nous avons de plus en plus de difficultés à pouvoir saturer les actions de formation que nous mettons en place, parce qu'il manque soit l'un soit l'autre, soit quelquefois les deux, mais voilà. Oui, donc Je ne sais pas si ça répond à ta question, Manuela, mais… Oui, tout à fait, c'est exactement ce à quoi je pensais, mais je pensais que vous étiez les mieux placés pour en parler, puisque effectivement, c'est plutôt vous qui, sur les Alpes-Maritimes, mettez en œuvre toutes les actions de sécurité. Et donc, effectivement, ce sont des métiers hyper attractifs, et en plus, vous avez cité sécurité privée, donc on pense tout de suite à garde du corps, enfin, des choses qui sont attractives, qui sont attractives, oui. Mais pour autant, comme tu le dis, voilà, lors du positionnement, ça pose un problème. Néanmoins, c'est pour cela qu'on met en place, et avec Pôle emploi, sur ces AFC très particulières, sur les remises à niveau et d'autres qui sont très intéressantes, je pense à l'axe 2, et que nous allons mettre en place sur notre marché. C'est pour ça que nous mettons en place ces actions. Je vous présenterai tout à l'heure, si vous voulez, un petit peu à grands traits, hein, mais au moins la volumétrie, hein, de ce que nous mettons en place, effectivement, sur toutes les compétences de base. Et sachant que, je le précise, parce que je ne sais pas si tout le monde parmi le groupe est au courant, toutes nos actions de formation, je parle là des formations professionnalisantes ou qualifiantes, toutes comportent, si nécessaire, une part qui peut aller jusqu'à 20% de la durée de la formation professionnelle en soi, une part donc d'à peu près 20% de remise à niveau pour les personnes qui, au moment du test de positionnement pour la formation, auraient un léger écart. Afin de ne pas les retoquer, on peut leur proposer un parcours plus long qui donc va comprendre jusqu'à 20% de remise à niveau. Et c'est très intéressant. Est-ce que ce qu'on appelle remise à niveau, est-ce que vous savez jusqu'à quel niveau? Enfin, c'est peut-être un peu… C'est en fonction, du besoin de la personne, et c'est surtout en fonction, puisque là on parle de remise à niveau qui sont adossées à une formation ou professionnalisante ou qualifiante. Donc c'est fait aussi en lien avec la formation qui est suivie. Mais c'est adapté aux besoins de la personne. Hein. Il y a un positionnement qui est fait en amont avec un écart qui est mesuré, et ça peut être sur des domaines de base, je ne sais pas, le français, les maths, etc. Et donc, un parcours personnalisé va lui être proposé en lien avec les besoins liés à la formation qu'il va suivre. Et cette remise à niveau se fait généralement avant le démarrage même de l'action. Elle peut se faire en parallèle pendant le déroulement de l'action de formation, mais le plus souvent, le choix des organismes est de le faire en amont pour que la personne ait bien effectué sa remise à niveau avant de démarrer la formation professionnalisante à proprement parler. Ok. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est que je vais passer la parole à Marine Vassor pour qu'elle anime ce premier temps d'échange. Peut-être, Elisabeth, je ne sais pas si tu remets le diaporama ou pas.
C'est Marine qui te dira. C'est mieux, voilà, de voir tout le monde, parce que sinon, c'est un peu, c'est un enjeu d'animer un temps d'échange en visio, surtout quand je n'ai pas les visages. Mais en fait, peut-être on peut commencer par, sur les situations d'illettrisme que chacun et chacune peuvent ou pas rencontrer. Alors peut-être que cette question s'adresse plus directement aux organismes de formation ou autres associations telles que la Semeuse à Nice. Je crois que vous êtes un centre social, si vous êtes toujours là. Donc, est-ce qu'on peut faire un tour, non pas de table, mais d'écran sur le repérage des situations d'illettrisme, quelles difficultés, qui fait quoi, où sont ces personnes, qu'est-ce que vous en connaissez, qu'est-ce qui est visible pour vous? Alors, si vous voulez, je commence. Merci à vous, merci, merci. Nous, on est dans le quartier de la Gare au centre de Nice. C'est le centre social. Hein. Vous êtes la Semeuse, c'est ça? La Semeuse, voilà. C'est le centre social La Ruche. Et on a des petits cours d'initiation au français, mais pour les personnes qui habitent dans le quartier, parce qu'on est sectorisé. Alors, on a beaucoup de gens de passage. Alors, on a quand même, depuis quelques années, un petit groupe, surtout de femmes, alors qui ont, je veux dire, entre 40 et 70 ans, et qui ont vraiment commencé, mais je veux dire vraiment le niveau, elles ne savaient ni lire ni écrire, et qui ont persisté à venir, et je veux dire, elles sont là depuis au moins 6 ans. Donc, on a vraiment un petit groupe qui a vraiment envie. Et puis après, par contre, on a beaucoup de gens de passage. Donc, ils vont s'inscrire. Alors, nous, en plus, on ne demande pas grand-chose, hein, mais on a beaucoup de demandes, mais les gens ne restent pas. Parce qu'ils sont alors de différentes origines. Et donc, il y a la barrière de la langue aussi qui fait, hein, parce que nous, on a aussi des bénévoles, mais voilà, la barrière de la langue est très importante. Hein. Mais ils vont venir un temps, après ils recherchent du travail, après ils repartent. Ça peut être des très jeunes, très très jeunes. Alors, on a beaucoup de demandes sur les mineurs, mais nous, on ne peut pas. On ne peut pas faire des cours. Voilà, il faut que… Donc, beaucoup de demandes d'enfants qui arrivent, qui ont 14-15 ans, qui recherchent des endroits pour apprendre à lire et à écrire. Mais à ce moment-là, nous, on ne peut pas du tout les prendre. Et après, c'est vrai que ils vont venir un trimestre ou même pas 2 semaines et on ne les voit plus, par contre. Donc, en fait, c'est un turnover, quelque chose où l'accompagnement ne peut pas se faire dans la durée, qui est problématique pour le centre social. Oui. Vous avez une équipe de bénévoles? Oui. D'accord. Oui, oui. D'accord. Et donc, vous accueillez tout public, en fait, pour des cours, Voilà, on a tout public, on a de la lecture et on a 2 petits cours d'initiation français, c'est-à-dire le niveau, on va dire 1 et un niveau 2. Très bien. Donc, un groupe de femmes assez fixe, une autre, je dirais, part de ce public qui est mouvant, qui rentre, qui sort, et un questionnement sur les mineurs. Oui. On a des enfants en 14. Et est-ce qu'en termes d'orientation, vous avez des solutions sur le territoire de Nice par rapport justement à ces mineurs en difficulté avec la langue française? Alors, je sais qu'il existe des classes, mais c'est très difficile pour nous de leur expliquer. Parce que je sais qu'on peut les envoyer sur l'académie, du coup. C'est ce que j'avais cru comprendre. Mais pour eux, c'est assez difficile. Il faut déjà qu'ils soient suivis, les accompagner. Enfin, voilà, on n'a pas vraiment de support là-dessus. On manque comment dire, on manque de support. Où envoyer les gens, à quel moment? Et pour nous, c'est difficile parce que souvent, ils n'ont pas d'assistante sociale, hein, parce que ce sont des gens un peu de passage qui arrivent. Et c'est vrai que du coup, il nous manque des informations. D'accord, un manque d'informations et un manque, on va dire, en termes de partenariat, de visibilité de votre structure. Qu'est-ce que, au niveau de votre structure, qu'est-ce qui vous manque?
Qu'est-ce qui pourrait être amélioré, selon vous? Par rapport, pour recevoir les gens, c'est ça? Oui, pour recevoir les gens et peut-être les orienter aussi. Voilà, plus d'informations. Avoir peut-être un flyer ou quelque chose où on aurait tous les, comment dire, tous nos partenaires qui s'occupent par exemple, où envoyer des étudiants qui arrivent ou des jeunes qui arrivent, quel endroit on peut les envoyer, qui peut les recevoir. D'accord. Donc, une plus grande visibilité du réseau d'acteurs. Voilà, c'est Pour ça. ce qui est des jeunes, c'est quand même les missions locales qui sont les interlocuteurs habituels pour les jeunes à partir de 16 ans. Hein. Ça, c'est constant. Vous pouvez orienter. Excusez-moi parce que je n'entends pas. Je disais pour les jeunes de plus de 16 ans. Oui. Ou à partir de 16 ans, vous pouvez les orienter vers les missions locales. Oui, mais quand ils viennent d'arriver, est-ce qu'on peut les envoyer sur les missions locales? Ben oui, tout à fait. Oui, quand même, oui. D'accord. Et en dessous de 16 ans? Pour les moins de 16 ans, alors je vais peut-être… Le CASNAB, l'éducation nationale. Voilà. D'accord. Ouais. Très bien, merci de vos réponses, Madame Baldi. Mission locale, est-ce que quelqu'un d'autre veut bien prendre la parole sur cette question du repérage des publics en situation d'illettrisme ou de leur non-repérage, difficultés de repérage et d'accompagnement et évidemment d'orientation? Est-ce que là, on a un organisme de formation, Reflet ou… Oui, je veux bien prendre la parole pour Super, Reflet. merci. Alors, j'ai pas mal de choses à dire un petit peu en vrac. Déjà, une chose, je trouvais que c'était pas mal la présentation de ce qu'est exactement l'illettrisme. Et je pense que déjà, c'est un vrai problème, j'ai l'impression, des différents acteurs, de savoir de quoi on parle exactement pour pouvoir orienter dans les bonnes structures. Déjà, c'est un premier point. On a mis en place une plateforme linguistique qui s'appelait Novavia pour une période de pilotage d'essai. Donc, fin de l'année 2021 et début 2022, nous, on n'a pas vraiment accueilli des personnes en situation d'illettrisme, mais pas mal en situation d'électronisme. Et ça touche tous les âges. Et voilà, vraiment tous les âges, hein, des plus jeunes aux moins jeunes, concernant les primo-arrivants en tout cas. Et femmes, autant des femmes que des hommes, pour cette question d'illectronisme. Je trouvais que c'était important de le préciser. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans différentes formations. Donc, c'est un vrai enjeu, je trouve, à l'heure actuelle. Surtout qu'on est amené, surtout après la période Covid, à utiliser de plus en plus les outils numériques en formation. Et ça, c'est un vrai problème. Enfin, ça demande un accompagnement et puis c'est un vrai problème en formation, souvent. Au niveau des repérages des situations d'illettrisme, ça se fait lors des informations collectives ou des tests de prépositionnement. Donc, en fonction des formations, soit la personne va pouvoir rester, et comme ça a été dit tout à l'heure, avec une individualisation du parcours, la mise en place de solutions individualisées, de temps de soutien, etc. Ou soit les réorienter sur un autre type de formation, de remise à niveau, ou par exemple les formations Axe 2 qui permettent d'acquérir les compétences de base et pour pouvoir après faire une formation professionnalisante ou qualifiante. Voilà, je pense que c'était les points que je voulais aborder. Mais c'est un vrai enjeu, en effet, et je pense que ça touche un peu tout le monde, que ce soit prescripteurs, financeurs ou même organismes de formation et associations aussi de terrain qui participent beaucoup à ça. Donc, merci aussi au CRI d'en parler et de pouvoir former aussi les formateurs et bénévoles sur ces questions. Sur la thématique spécifique de l'électronisme. Hein. Et de l'illettrisme. Et de l'illettrisme. OK. Et donc, vous disiez peu de… En fait, donc, hein, vous les repérez lors des tests de prépositionnement.
Sinon, est-ce qu'il y a un type de public, un portrait de public qui serait en situation d'illettrisme? On a parlé de femmes plus avant, de mineurs. Est-ce qu'il vous vient même voilà, quelques traits sur les personnes que vous pouvez accueillir, former, rencontrer? À mon échelle, je ne pourrais pas vous donner de chiffres précis. Je pense que ce qui est ressorti des différentes études est plutôt juste. D'accord. Voilà. Sachant qu'il peut y avoir quand même des cas isolés aussi. D'accord. Et à vos yeux, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui sur le territoire de Nice, mais plus largement, effectivement, les Alpes-Maritimes, quand même, grand département. Est-ce que c'est de la coordination? Est-ce que c'est de la visibilité des partenaires, de l'accompagnement plus individualisé? On le sait, ça fait partie d'un des grands leviers pour accompagner les personnes en situation d'illettrisme. Qu'est-ce que vous avez envie de déposer en termes de constats ou de pistes d'amélioration? Alors, au-delà de formation, de parcours individualisé, moi, je pense qu'il faudrait permettre la mise en place de formations qui soient un peu plus flexibles au niveau, par exemple, du temps, parce qu'on est face à des personnes qui, des fois, sont en emploi ou en recherche d'emploi, ou alors avec d'autres types de difficultés. Par exemple, je pense à des femmes avec des problématiques de garde d'enfants, etc. Et du coup, elles sont encore plus isolées et il n'y a pas beaucoup de formations vraiment avec des formateurs compétents pour répondre à ces problématiques qui existent en fait, en proposant des conditions avec des aménagements concernant le temps de travail, par exemple. Donc, je pense que c'est vraiment ce type de formation qui manque sur le territoire. D'accord, donc entrée, peut-être sortie permanente, mais aussi adaptation aux conditions de vie quotidiennes, notamment de ces femmes et de la garde d'enfants. Oui, par exemple, on est labellisé Centre APP, Atelier personnalisé pédagogique, atelier pédagogique personnalisé, et c'est vraiment de l'individualisation de A à Z, que ce soit le contenu, mais aussi le rythme de formation. Et je pense que ce type de formation, de mise en place de formation pourrait permettre de toucher le plus grand nombre et des personnes qui sont isolées et du coup, restent isolées et n'ont pas accès à ces formations qui existent, mais qui, de par le rythme et les conditions, ne peuvent pas y accéder. Donc là, ce sont des freins que vous identifiez, le rythme, les conditions, on va dire, entre guillemets, trop fermées des types de formations proposées. C'est ça, par rapport au profil des personnes. Par rapport au profil des personnes. Oui. Merci à vous. Est-ce qu'une autre personne veut rebondir, prendre la parole? Toujours par rapport au repérage et l'accompagnement. Peut-être Pôle emploi, puisque vous êtes… Oui, puis il y a aussi le Prieuré, qui est quand même un organisme de formation, qui a peut-être aussi des choses à dire. Oui, exactement. Je ne sais pas si vous voulez commencer le Pôle emploi, c'est comme vous préférez. On en termine peut-être avec les organismes de formation et puis du coup, ensuite, on passe peut-être parce que nous sommes plus sur le volet aussi bien prescripteur que financeur, quoi. Autant boucler la boucle. D'accord. Alors, nous, on est organisme de formation. Donc, cette année, on est en partenariat avec le Greta de Menton pour faire passer des CAP à des personnes en situation de handicap. Donc, on s'est aperçu, donc beaucoup de cours étaient en visio, donc des difficultés de compréhension quand il n'y a pas du présentiel, et aussi sur l'illettrisme ou le calcul ou toutes les matières justement qui sont obligatoires en CAP, qui leur ont posé un certain nombre de soucis parce que c'était certes adapté, mais ils n'ont pas du tout tous le même niveau scolaire. Et nous, on aurait aimé, c'est avoir un petit peu plus de partenariat pour s'adapter au plus près, justement, quand vous parliez de remise à niveau des personnes. Donc, malgré qu'ils soient en situation de handicap, ils n'ont pas du tout le même niveau scolaire. Donc, il y en a, ils vont avoir une excellente compréhension orale, mais ils ne peuvent pas lire. D'autres, ils savent lire, mais ils ont beaucoup de mal à écrire. Et d'autres, ça va être sur de la compréhension, par exemple, en maths, où tous les calculs vont être très compliqués. Donc,
c'est assez complet. Donc, on essaie de devenir centre de formation pour adapter au mieux. Mais là, j'aime bien entendre tout ce que vous dites parce que ça nous donne pas mal d'idées pour adapter, être flexible et aménager pour les personnes qui veulent être soit qualifiées ou professionnalisées. Ouais, ce que relève en fait Laura, excusez-moi, je reprends un petit peu la parole, je rebondis plutôt, c'est que on peut trouver dans les AFC Pôle emploi des opérations qui sont intéressantes en termes de formation. On en trouve aussi dans le programme de formation régionale, mais il reste encore le lieu où cela sera possible. Parce que, par exemple, là, sur itinéraire compétences de base, sans dévoiler qui sera attributaire sur le prochain marché, parce qu'on le saura au mois de juillet, mais en tous les cas, le cadre de la commande permettra de faire une entrée-sortie permanente. Pardon, je n'avais pas. On ne t'entend plus, Manuela. On ne vous entend plus. Là, vous entendez, vous me voyez? Bon, oui, désolée, j'avais coupé l'un et pas l'autre. Du coup, oui, on pourra plus facilement faire des entrées-sorties permanentes, adapter en fait aux besoins, voir rentrer puis sortir et finalement re-rentrer des personnes. Donc, ça sera possible. Mais encore faudra-t-il qu'il y ait du coup un certain nombre de parcours commandés et de manière assez maillée finalement dans le territoire. Donc voilà, donc ça, on en saura plus en fait au mois de juillet, parce que moi, je pense que quand même si une partie des cours peuvent être diffusés en distanciel, comme vous le précisiez, et puis comme le disait tout à l'heure Laura, c'est que le présentiel, pour ces personnes qui ont aussi des difficultés pour le coup, est très important. On peut pas les laisser derrière un écran à 100% du temps, c'est mission impossible, hein. On a également là autour de la table Perrine, donc Vifray, du conseil départemental et qui est au plus proche en fait des bénéficiaires du RSA. Et peut-être que Perrine, tu as des choses qui te sont remontées en fait, hein, des responsables territoriaux en insertion aussi, et des trous dans la raquette en fait, hein, pour la lutte contre l'illettrisme. Je ne sais pas s'il est toujours avec nous. J'essayais de passer tout à l'heure, Laurence et Elisabeth, de faire un petit print écran de ce que vous aviez fait en termes de définition illettrisme, remise à niveau, etc., pour le mettre dans le commentaire à côté, mais j'y suis pas arrivée. Bien, alors Perrine. Très bien, une autre personne veut prendre la parole. Peut-être qu'après, nous passerons la présentation de quelques ressources, parce qu'on a un rendez-vous aussi. Pour le conseil départemental, alors je ne sais pas si Perrine est toujours en ligne, hein, mais je signaler que dans le cadre du service public de l'insertion et de l'emploi qui est expérimenté dans le département des Alpes-Maritimes depuis un peu plus d'1 an, il y a des groupes de travail qui sont instaurés, travaillent sur certaines thématiques pour essayer de trouver, conjointement avec l'ensemble des membres du consortium, apporter des solutions aux problématiques qui sont soulevées. Donc, pour en avoir échangé avec la direction de l'insertion, donc si peut reprendre aussi, il y avait le sujet de l'illettrisme qui pourrait être le sujet d'un groupe de travail, puisqu'on a un travail sur le diagnostic des personnes, hein, dans le diagnostic des personnes et des parcours. Effectivement, la dimension illettrisme me paraît être comment dirais-je, un point incontournable qu'il faut arriver à tout prix à détecter pour ensuite pouvoir articuler la suite du parcours. Et on travaille dans le cadre de ces groupes techniques, ces comités techniques, sur cette thématique, et la direction de l'insertion s'était déclarée tout à fait ouverte pour enrichir le travail du groupe technique sur le diagnostic avec cette. Oui, effectivement. Ah voilà. Pardon. On va parler pour vous. Non, mais vous avez très bien fait et très bien résumé effectivement dans le cadre du SPIE sur le fait de le prendre en compte dans le diagnostic, comme vous l'indiquiez, à
à l'entrée dans les parcours et de voir comment on pouvait y répondre et l'accompagner sans forcément oublier qu'on peut quand même aller vers une recherche d'emploi, même si on peut faire preuve d'illettrisme ou autre, ça n'empêche pas la reprise d'activité, mais effectivement, c'est un des paramètres à prendre en compte dans le cadre de ce groupe de travail. D'autant que la maîtrise de l'accès au numérique est quand même importante, puisque beaucoup d'outils sont dématérialisés pour le suivi aussi des actions, oui. La prise de rendez-vous, etc. Après, sur le côté électronisme, enfin, je suis moins en contact avec le public. Vu de loin, je serais peut-être un peu plus réservée parce que pour autant, on a quand même, en tout cas pour notre part, d'un point de vue allocataire du RSA, beaucoup de personnes sont équipées d'un smartphone, savent se servir d'un smartphone. Donc, il faut voir aussi ce qu'on entend derrière électronisme, puisqu'on a pu mettre en place des démarches en ligne et autres, et que sur la production de documents, on a quand même 80 ou 90% des personnes à qui on demandait des documents qui nous répondaient par mail. Donc, sur l'électronisme, à voir ce qu'on met derrière ce terme et comment on peut accompagner à résoudre cette difficulté éventuelle. À voir si c'est bien, excusez-moi, mais à voir si c'est bien eux qui le font eux-mêmes. Je vais me permettre de rebondir uniquement sur ce que disait Madame Azraï par rapport au projet du département. À l'heure actuelle, on a donc en projet justement de pallier à ces difficultés justement que rencontrent les femmes isolées avec enfants, avec notamment Happy Provence. Donc le projet est censé se mettre en place à partir de septembre pour justement proposer un mode de garde en amont justement de ces formations linguistiques. Et sur toute la région? Non, pas sur toute la région. Là, ce serait sectorisé uniquement sur le territoire centre, donc plutôt aux alentours de... C'est ça, Perrine, uniquement au niveau de Nice, plutôt. Sur le projet, oui, on serait plutôt sur le centre, mais après, à voir si c'est une expérimentation pour éventuellement l'élargir par la suite en fonction de leur capacité d'accueil et de réponse à ce besoin. Très bien. Et tout à l'heure, Perrine, tu disais que rien n'empêchait de la reprise d'activité. Oui. Tout à l'heure, on a parlé des métiers en tension et dans lesquels finalement on a des personnes qui entrent sans forcément être en capacité de lire et écrire. Est-ce que ensuite, pour continuer ou pour rester dans ces métiers ou pour se maintenir dans l'emploi surtout, est-ce que la qualification du coup n'est pas un peu une chose, un pas important? Et pour le coup, est-ce que vous les réorientez à un moment de leur parcours? Vous les sortez vous les aidez à trouver les moyens de continuer peut-être de se remettre à niveau tout en travaillant? L'idée, c'est qu'effectivement, sur les métiers en tension, je pense à ce qu'on avait appelé la plateforme de recrutement dans les SAD et dans les EHPAD. Il y avait un dispositif qui était mis en place, notamment avec une TTI ISA intérim, pour pouvoir mettre dans un premier temps les personnes avec un premier niveau de... Alors, ce n'était pas tout à fait de la qualification, c'était du faisant fonction pour pouvoir effectuer les tâches qui sont demandées sur ces postes. Et après, de poursuivre, du coup, dans le cadre de ce positionnement avec les différents dispositifs, alors CPI, CDPI, qui permettaient, du coup, par la suite de rentrer dans un processus de formation et de qualification pour acquérir, c'est comme ça qu'on dit, pour obtenir en tout cas les niveaux, les diplômes nécessaires à des postes d'aide-soignants ou d'AESH. Donc non, on ne les met pas absolument en emploi pour les mettre en emploi. Il y a quand même cette notion de l'emploi, c'est une première étape, et après, grâce aux différents dispositifs qui sont possibles de mettre en place, ces contrats spécifiques ou ces contrats de pro, il peut y avoir cette évolution avec une orientation vers une qualification. Je voulais intervenir par rapport aux personnes qui vous répondent par mail, parce que nous, on voit ici au centre social, on a aussi une adulte relais et une personne qui fait les CV et les lettres de motivation. Beaucoup viennent chez nous parce qu'ils ne trouvent pas où aller pour répondre justement à des demandes de la CAF, de comment faire un CV. Enfin, CV, il y a Pôle emploi, mais beaucoup ne savent pas se servir. Ils se servent de leur téléphone
Mais par contre, ils ne savent pas du tout s'en servir au niveau des demandes qu'ils ont besoin de faire, les demandes administratives. Et les jeunes, c'est pareil. Les jeunes sont beaucoup sur leur portable, mais dès qu'ils ont besoin de s'inscrire à Pôle emploi ou autre, ils ne savent pas le faire. Ils n'y arrivent pas. Donc, c'est vrai qu'il y a Tout à fait, c'est un constat que nous partageons également hein, sur attention à ne pas assimiler le fait d'être en capacité d'utiliser son smartphone, voire d'y être vissé dessus toute la journée. Cela ne veut pas du tout dire être en capacité de faire des démarches, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit des démarches à visée sociale ou à visée professionnelle. C'est ça. Eh bien, quelqu'un d'autre souhaite dire quelque chose, prendre la parole? Est-ce que vous souhaitez que je vous présente ce que propose Pôle emploi dans ce domaine-là en termes de ressources ou est-ce que c'est dans un second temps? Alors, je pense que, Laurent, parce que nous avions des personnes à Nice en formation, donc je ne sais, est-ce qu'on prend un temps pour présenter quelques ressources? Alors, oui. Alors, moi, ce que je peux te proposer, Nadine, comme on va aussi présenter, comme on l'avait fait l'année dernière et les années précédentes, en fait, hein, également les ressources du côté de la région, je te propose qu'on refasse une réunion spécifique là-dessus, conjointement, Pôle emploi région. Oui, mais là, c'était pour le partager avec l'ensemble des… Et où on pourrait inviter, du coup, plus largement les prescripteurs. Non, mais on est d'accord, mais là, dans le cadre de la réflexion qu'on est en train de conduire, il me semblait quand même intéressant que l'ensemble du groupe ait une petite idée de ce qui peut être déjà mis à disposition sur le territoire. Après, bon, moi, voilà, faites comme vous voulez. Hein. Moi, c'était juste une proposition. C'est une proposition très intéressante. C'est une question, je me retourne vers mes collègues de temps parce que nous avons en direct de Nice un groupe en formation de bénévoles sur les questions de l'illettrisme avec Valentina Barbu. Et nous avons aussi une partie présentée à la suite par Elisabeth Dugé sur les ressources du CRI. Alors, comment nous aménageons notre jonction et notre temps restant? En fait, si je peux me permettre de faire une proposition, parce que si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que Valentina Barbu, notre collègue du CRI, est en train d'animer une formation de bénévoles à Nice sur les questions d'illettrisme. Et donc, on s'est dit que c'était quand même important que ce groupe puisse avoir un tout petit peu la parole. Et ensuite, que Pôle emploi, et on les laissera retourner à leur formation. Parce que, voilà. Et après, Pôle emploi, si vous voulez bien nous présenter effectivement les formations mises en place. Mais ce sera très court, hein, je vous rassure. Oui. C'est juste, voilà, hein, je n'ai pas préparé de support ni rien. Je vais juste vous donner quelques éléments comme ça. Hein, oui, sur l'existant. Et du coup, ça introduira notre autre partie sur les outils et ressources proposés par le CRI. Parfait. Merci à vous. Alors, on passe la parole à Valentina Barbu, qui est en dessous. Alors, bonjour tout le monde et bonjour du petit groupe qui a résisté jusqu'à la fin aujourd'hui. C'est toujours très fort en termes de formation. Nous, c'était déjà pour vous saluer et pour vous dire surtout qu'on existe. Et que donc, ce qui se passe ici en ce moment même, c'est qu'on est à la fin d'une formation de bénévoles pour accompagner des personnes en situation d'illettrisme. Quand je dis accompagner, c'est d'une part en repérer, même si ce n'est pas toujours si vous voulez, leur contexte. Ce serait plutôt le contexte des prescripteurs, donc des personnes que je vois d'ailleurs ici qui travaillent soit à Pôle emploi, soit dans les missions locales, soit au niveau du PLI ou d'autres associations où on peut rencontrer des personnes en situation d'illettrisme. Et elles, les personnes avec qui je suis, vont recevoir ces personnes et vont les accompagner sur l'apprentissage des savoirs de base, donc lecture, écriture, calcul, s'orienter dans l'espace et dans le temps. Sachant que c'est une méthodologie très spécifique qui ne ressemble pas à la méthodologie qu'on utilise quand on accompagne des personnes en situation
lettrisme ni pour un public FLE. Et c'est très important. Donc là, en plus, je suis avec 6 personnes très enthousiastes qui sont toutes prêtes à accompagner des personnes et à mettre en place des ateliers. Vu qu'on a eu gracieusement quelques salles à disposition, c'est excellent au niveau de la réponse. Par contre, le constat qu'on faisait, c'est qu'on se connaît très peu entre nous, c'est-à-dire entre les formateurs ou les formateurs bénévoles et les prescripteurs, donc ceux qui pourraient envoyer des personnes en situation d'illettrisme. Et le constat qu'on avait aussi, c'était que, je ne sais pas si, désolé, du coup, nous on débarque, hein, je ne sais pas si vous avez parlé du fait qu'il manque une réponse adaptée pour ce type de public. Et que, bien sûr, lorsqu'il y a des personnes en situation d'illettrisme qui voudraient travailler la lecture, écriture, le calcul ou d'autres compétences de base, on ne sait pas où les envoyer. Donc, d'où l'initiative de former ce groupe de bénévoles qui veulent bien le faire et se mettre en relation avec vous et vous avec elles. Donc, on verra par la suite comment on fait pour se rencontrer vraiment directement, si possible. Mais c'est aussi un constat qu'il manque un dispositif de droit public. Que là, on est en train de le lancer comme ça et c'est super de leur part de donner de leur temps et qu'en plus de se former, parce que c'est pas rien de se former et de ne pas accompagner n'importe comment, et après, on verra comment ça évolue. Est-ce que j'ai bien résumé ce que vous vouliez dire? Oui. Est-ce que vous avez des questions pour nous? Oui. Bonjour, Manuela Béziot, chargée de mission à la région. Alors, vous avez parlé, c'est très intéressant en fait, là, ce que vous faites. Et je pense, hein, vous avez dit alors plusieurs choses. D'une part, la méthodologie est très spécifique, donc ça, j'aimerais bien qu'on en sache un petit peu plus. La deuxième chose, c'est tout à l'heure, on a eu notamment une personne de la Semeuse, à Nice, qui est intervenue, donc j'aurais voulu savoir, et qui travaille au sein du centre social La Ruche, qui est pas trop loin de la gare de Nice. Où est-ce que vous êtes situé? Voilà, donc du coup, et où est-ce que ces futurs bénévoles vont pouvoir entrer en action avec ce savoir repérer, ce savoir accompagner? Alors, c'est nous. Pardon. Oui, alors nous, on est au 3 rue Trachel. Je ne sais pas si vous avez entendu. Alors, vous, oui. Qui est-ce qui a parlé du coup? C'est vous? Donc, c'est Véronique de la Semeuse. Oui, voilà, vous êtes rue Trachel. Oui. Mais par contre, le CRI qui fait cette expérimentation, enfin, cet accompagnement des bénévoles sur le 06, vous êtes situé où et comment vous avez recruté vos bénévoles hyper enthousiastes et Valentina? Oui, oui. Est-ce que vous m'entendez? Je crois qu'on n'a pas une... C'est bon, on t'entend. Ah. Alors peut-être qu'on peut non pas répondre à sa place, mais Alice, oui, d'accord, voilà, ça va. la revoilà. Te revoilà par intermittence. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une dynamique en fait. Oui. Cette formation, elle n'a pas lieu juste de bénévoles dans le 06, mais aussi dans le 13 et dans le Var en septembre et octobre. Par rapport au constat, effectivement, qu'il manquait un dispositif. Et ces bénévoles, a priori, mais elle va nous le confirmer, interviennent déjà, par exemple, à la bibliothèque Pasteur et dans le réseau des bibliothèques de quartier à Nice, car on a des bibliothèques de secteur de plus en plus investies sur cette question du lettrisme, et même si c'est des acteurs culturels, c'est des acteurs de la langue et du livre et des savoirs de base de l'écrire. Donc, il y a des bénévoles d'Agir ABCD 06 qui interviennent déjà dans le cadre de la médiathèque Pasteur, donc Nice-Est, et qui vont intervenir dans d'autres locaux de médiathèques de secteur, si je ne me trompe pas, Valentina. Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai qu'on a plusieurs propositions de la part du réseau des bibliothèques.
pour nous prêter des salles, voire même, c'est vrai qu'on a discuté des fonds faciles à lire. Je ne sais pas si Marine, tu as parlé de ça ou vous allez parler tout à l'heure. Effectivement, là, je pense que les personnes qui sont là présentes avec moi, certaines font déjà des ateliers, mais plutôt avec des personnes d'origine étrangère. Et là, elles vont se lancer dans l'accompagnement des personnes qui sont d'origine française ou scolarisées en français sur les savoirs de base. Donc, quand je disais que c'est une méthodologie très spécifique, ça va être très compliqué de la résumer ici. Sachant que nous, on a fait là 3 jours de formation sur ces questions-là. Après, donc, la spécificité est que donc, ces personnes ont un parcours scolaire qui est très douloureux, qui est semé d'échecs et de traumas parfois, qu'elles ont très peu de confiance en elles-mêmes et qu'elles ont le sentiment de honte dont vous avez peut-être parlé quand vous avez parlé des personnes en situation d'illettrisme. Donc, travailler avec ces personnes, ça relève du domaine de la dentelle, on me dit souvent. Et en plus, il y a beaucoup d'individualisation. Et la méthodologie qu'on utilise, elle part de ce qu'on appelle la méthodologie de la pédagogie de la conscientisation, qui a été développée par Paulo Freire, qui est un Brésilien, un pédagogue brésilien des années 60-70, voilà, qui a développé ça. Voilà. Après, nous, on a en France Anne Vinerier, qui est la grande spécialiste de l'accompagnement des personnes en situation d'illettrisme. Et je pense que je vais m'arrêter là, sinon c'est parti pour une formation et je pense que vous n'allez pas vouloir là de cette façon-là. Mais je suis contente de vous voir et je pense qu'on est tous contents de vous voir, dans le sens où ça prend forme. Sincèrement, ça va très vite, puisque nous, on a commencé la formation il y a 1 mois, et que là, on a déjà des salles et des personnes qui veulent commencer, qui sont prêtes à commencer. Le tout est de faire le lien avec les prescripteurs. Donc, il nous reste le chaînon manquant, hein, le lien avec les prescripteurs, une fois que, effectivement, tout cela sera monté. Donc, un projet innovant sur Nice. Peut-être qu'on passe, je m'arrête là pour l'animation d'échange. Nous repassons la parole au Pôle emploi, Laurence, c'est ça? Pour une présentation rapide des dispositifs. Tout à fait. Ok, alors je ne vous ai pas du tout préparé ce support puisque on n'avait rien prévu de particulier, mais simplement pour vous donner une idée, notamment des volumes, hein, enfin, de ce qui existe et des volumes qui sont disponibles sur les Alpes-Maritimes. Donc, on a dans le cadre donc, de nos AFC classiques, hein, et vous savez que les AFC, je le reprécise parce que ça fait écho à ce qui a été dit, on est effectivement sur une durée hebdo qui est entre 30 et 35 heures. Le minimum étant de 30 heures, donc ça fait écho avec ce qui a pu être évoqué de certains besoins d'intensité hebdomadaire beaucoup plus faible en fonction des situations de la personne. Mais nous, on est effectivement dans des actions qui sont destinées aux demandeurs d'emploi, donc des gens qui sont dans une démarche d'insertion professionnelle, et la formation professionnelle préfigure de la future insertion et donc est calée sur une intensité hebdo de ce type-là. Et puis, par ailleurs, comme la formation permet de bénéficier d'une rémunération de la formation professionnelle, l'intensité hebdo de 30 heures est un minimum qui est fixé par le cadre réglementaire. Alors, concrètement, dans le domaine qui nous occupe, on dispose sur le département d'actions de remise à niveau, donc qui sont soit des actions de remise à niveau en français ou dans l'ensemble des matières de base. En volumétrie, sur l'année 2022, ça représente environ 700 places qui sont disponibles sur le département, donc pour des actions de remise à niveau des compétences de base. Si on parle de l'électronisme, on a des actions de maîtrise des technologies de l'information. Sur le département, pareil, en 2022, on est à 960 places programmées sur ce domaine-là. Si on parle du français langue étrangère, alors on n'est plus stricto sensu dans
dans l'illettrisme au sens strict du terme, hein. Pour autant, on est quand même dans une problématique qui reste fort importante. Donc, si on est sur du français langue étrangère, on est à 2600 places de FLE qui sont programmées sur l'année sur les Alpes-Maritimes, tout niveau confondu, hein. On part du A1 et on arrive jusqu'au B2, C1. Donc, on a tous les niveaux qui sont représentés. Et on a aussi sur le département 500 places sur l'année d'alphabétisation. Donc là, par contre, on s'adresse à des personnes qui n'ont pas été, elles, scolarisées. Et en complément de cela, et ça a été évoqué à plusieurs reprises par d'autres intervenants, on a un dispositif spécifique qu'on appelle Axe 2, hein, même si c'est un peu du jargon, qui est en fait un marché spécifique avec des parcours extrêmement individualisés, des parcours de préparation à la qualification qui intègrent à la fois des éléments de remobilisation, la préparation du CLEA et la préparation à l'accès à une formation professionnalisante ou qualifiante. Et là, on est à peu près sur l'année sur environ 1000 places sur le département. Donc, voilà un petit peu à grosse maille et à grands traits l'offre formative de Pôle emploi dans le domaine, sachant que, comme je vous l'ai dit, par ailleurs, toutes les actions professionnalisantes ou qualifiantes que nous proposons peuvent être, en fonction du parcours et du besoin de la personne, peuvent être assorties de 20% de remise à niveau en fonction du besoin et du projet de la personne. Voilà. Merci à vous. Marine, du coup, enfin Laurence, pardon, Elisabeth, est-ce que je peux vous partager mon écran sur la modalité qu'on met en place à partir de septembre? Hein? Allons-y, alors enchaînons. Laurence, oui, Elisabeth, si c'est en lien, ça fait des… Voilà, construisons un pont. Adaptation. Ouais. Voilà, donc ça prend 2 minutes, c'est juste pour vous montrer cet itinéraire compétences de base, comment on l'a imaginé en fait en région, à la DEFIM, suite à l'expérimentation avec le CRI, justement, tout ce qui est ressorti des problématiques autour du CLEA, de souplesse, d'entrée-sortie permanente, etc. Aussi la remobilisation parfois des publics. Et donc, voilà, l'idée, c'est de proposer cet itinéraire compétences de base, dont je vous ai parlé tout à l'heure, 5 modules. Un module, je me remobilise possible. Un module soft skill, on fait travailler sur mes compétences. Un autre module CLEA, donc quand on est prêt, en fait, hein, pour les compétences socles à entrer en CLEA. Également, donc, tout ce qui concerne l'autonomie numérique. J'ai besoin d'une aisance, d'une autonomie. Et enfin, et ça c'est tout à fait nouveau pour la région, depuis quelques années, nous l'avions un petit peu laissé de côté, donc le français langue étrangère. Alors, ça ne répondra pas à tout, mais en complément de tout ce que vient de présenter Nadine, parce que c'est aussi comme ça qu'on fait nos choix, toujours en complémentarité, hein, en partenariat, il y aura donc aussi les remises à niveau, l'axe 2. Et je pense qu'on pourra avoir, là pour le coup, une panoplie assez intéressante pour tous les cas. La seule chose dont je ne suis pas en capacité aujourd'hui, c'est de vous dire combien de parcours seront proposés. Voilà, la durée, je peux vous la donner, hein, ça pourra aller jusqu'à en tout 280 heures. Pour une seule personne qui pourra mobiliser soit un module, soit plusieurs modules, soit des modules un petit peu plus longuement s'il en a besoin. Donc, ça va être vraiment individualisé. Et puis, on en saura plus. Et ce que je te propose, Nadine, c'est de faire une présentation complète de toutes ces compétences de base qui sont nécessaires ensuite, en complémentarité avec l'offre Pôle emploi, de faire une présentation spécifique, en fait. Hein, oui, comme on l'avait déjà fait. Oui, tout à fait, avec Alexandra Fick auprès des prescripteurs l'année dernière.
Tout à fait, Voilà. bien volontiers, on fera ça, bien volontiers. Et du coup, il faudra qu'on puisse élargir, en fait, le CRI, vous nous donnerez peut-être les contacts là, des personnes qui sont présentes aujourd'hui, je pense notamment à la semeuse, mais en fait, aux structures auxquelles on ne pense pas forcément, hein, parce qu'on est toujours dans notre cercle spécifique de prescripteurs, et peut-être l'élargir à ces structures qui, et là, tout à l'heure, on parlait des bibliothèques, hein, avec Valentina, mais pourquoi pas l'élargir en fait aussi à des structures qui aujourd'hui sont en train de former des bénévoles pour repérer les personnes dans ces situations. Voilà. Oui, effectivement, et faire des ponts ensemble, collaborer avec ce que les marchés de la formation permettent et ce que le bénévolat permet aussi de son côté. Complètement, c'est ça. Il faut vraiment avoir une vision globale de tout ça, je pense. Et qui prescrira ces parcours? Qui prescrira ces parcours pour… Pardon, Sylvie? Qui prescrira ces parcours? Eh bien, écoute, tout notre réseau de prescripteurs peut le faire, à savoir tous les conseillers en évolution professionnelle listés par la loi, Pôle emploi, Mission locale, l'APEC, l'ADOM, Cap emploi, mais également ceux qui sont élargis en région, donc les PLI, tous les conseillers qui sont des référents de parcours autour des bénéficiaires du RSA, notamment, tu vois, par rapport à notre convention de partenariat avec le conseil départemental, que connaît très bien du coup cette convention périne. Voilà, donc en fait, tout le monde pourra prescrire. Oui, via WeForm d'ailleurs. Voilà. Bientôt opérationnel pour les formations en région. Il faut juste qu'on se cadre, mais nos référents conventionnés pourront orienter sur les formations région via WeForm, en plus des formations pour lesquelles ils avaient déjà accès pour Pôle emploi. Donc ça, c'est super. Voilà, et pour Pôle emploi, c'est pareil, hein, tous les opérateurs du CEP et les partenaires peuvent positionner. Et n'oublions pas que les demandeurs d'emploi peuvent aussi se positionner eux-mêmes. Alors, on est certes sur des populations qui ont peut-être un petit peu plus de mal à le faire tout seul, hein, mais ils peuvent se positionner à partir de leur espace personnel Pôle emploi sur une action de formation. Peut-être envie d'aborder la question qui était de dire, c'est vrai qu'on a beaucoup abordé ici la question, si je puis dire, du demandeur d'emploi, qu'ils soient jeunes ou adultes, hein, voire éventuellement d'un certain nombre de personnes qui sont en situation de transition professionnelle, qui peuvent être connues évidemment de Pôle emploi parce que licenciés récemment et donc inscrits souvent dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, et on entend bien l'offre qui leur est proposée, hein. Mais comment, si je puis dire là-dessus, au niveau du CRI, vous avez travaillé avec éventuellement les OPCO, l'articulation par rapport aux salariés qui redevient actif? Parce qu'on sait très bien que peut-être avec 100 heures, évidemment, on amorce une dynamique, ça veut dire de remise à niveau, hein, d'accès au savoir de base, mais ensuite, le salarié, évidemment, va retrouver une activité. Donc là, il va se retrouver avec un contrat de travail. Et donc, il sort, si je puis dire, évidemment, de la sphère demandeur d'emploi. Et donc, à un moment donné, c'est plutôt ensuite, on rentre dans la logique entreprise, on rentre évidemment dans la logique plan de formation, développement des compétences. Et là, est-ce qu'il y a vraiment un travail qui est fait entre le CRI, si je puis dire, et puis les OPCO, parce que les OPCO portent aussi des réponses là-dessus et portent des financements au niveau, finalement, des remises à niveau des savoirs de base. Oui. Alors, je ne sais pas, Elisabeth, est-ce que tu veux, je commence, tu poursuis ou… oui, le CRI travaille avec les OPCO. Alors, c'est vrai que je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais il y a une dizaine d'années, il y avait des financements qui étaient vraiment fléchés sur l'illettrisme. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et ça ne nous facilite pas la tâche. Il faut quand même dire ce qui est. Enfin, là, on est dans un temps pour faire pour poser un constat. C'est vrai qu'il y a
les OPCO ont mis pas mal de financement sur le dispositif Cléa, donc en abondant les heures du CPF des salariés. Simplement, le dispositif Cléa, il est assez ambitieux pour les personnes qui sont vraiment éloignées sur des personnes en situation d'illettrisme. Et il commence aussi par une phase d'évaluation qui peut faire très, très peur, hein, l'évaluation initiale. Donc, c'est des choses sur lesquelles il faut accompagner. Enfin, on travaille en fait du coup de façon collective, pas uniquement avec l'OPCO, mais également avec du coup des responsables RH pour apprendre il y a cette question du repérage, mais comment on aborde la question avec les collaborateurs et aussi tout ce que ça fait dans une organisation, dans une entreprise, de mettre en place une formation sur les savoirs de base. Qu'est-ce que ça a comme effet, y compris des effets sur l'organisation, hein, parce que ça veut dire qu'il y a un employé, un ouvrier qui va partir une demi-journée par semaine, qui sera plus en poste, et donc pourquoi lui il a le droit à la formation. Parfois le chef d'équipe, en fait, on se rend compte qu'il est lui-même en situation d'illettrisme, mais qu'il avait eu des techniques de contournement, et donc lui il va pas vouloir que ses équipiers partent et acquièrent une compétence sur lequel lui-même il est en fragilité. Donc ça, nous, c'est sur ces questions-là qu'on a. Alors, au CRI, on travaille uniquement, on a travaillé avec des têtes de réseau, hein, mais avec la NDRH, avec le… Voilà, c'est ça, je pensais au club des DRH, là-dessus, pour voir un peu comment le CRI, là-dessus, articule, travaille, sensibilise, et éventuellement quel type d'action vous avez pu conduire ou vous allez conduire à nouveau en 2022. Donc voilà, sur le type d'action, je vais peut-être passer la parole à Elisabeth, puisque c'est la collègue qui est référente sur le projet, sur cette dimension, sachant qu'il y a des choses à construire ensemble aussi. Hein, je dis ça, c'est que si vous avez un sujet d'intérêt sur les Alpes-Maritimes, on vient. Voilà. Oui, juste, effectivement, la question, elle se pose à tous les niveaux et de façon très transversale du point de vue de l'accès à l'emploi, du maintien à l'emploi et de la mobilité professionnelle. Et du coup, tous les acteurs qui vont pouvoir intervenir sur ces questions-là. Il y a en premier lieu, ce que je disais tout à l'heure, de Reflet, la formatrice de Reflet, c'est qu'il y a aussi de bien comprendre de quoi il s'agit, voilà, de bien cerner en tout cas de pouvoir proposer une culture commune et puis d'identifier comment on repère, une fois qu'on a repéré, comment on en parle, une fois qu'on en a parlé, comment on accompagne vers une solution formative. Donc, et aussi pour les employeurs ou les encadrants, hein, RH, etc., de pouvoir identifier la problématique et en prendre conscience. C'est-à-dire qu'effectivement, on a vu qu'il y avait on a des personnes qui peuvent être très ingénieuses pour mettre en place des solutions de compensation, hein, on va dire, ou des modes de contournement qui font que les situations ne sont pas toujours visibles et qu'il peut être extrêmement compliqué d'identifier la situation réelle de l'entreprise. Donc, on a travaillé notamment là, sur le Vaucluse plus spécifiquement, mais là, on a commencé un des cycles sur cet axe-là en faisant intervenir Pascal Moulette sur la méthodologie des coûts, hein, qui permet d'identifier au travers d'un argumentaire ce qu'on va appeler les signaux faibles, finalement. Qu'est-ce qui va permettre à une entreprise d'identifier que des situations d'illettrisme existent en son sein ou pas. Voilà, donc on s'appuie sur un outil, notamment qui est l'outil Evagile, et ensuite on propose d'aller plus loin sur une objectivation autour des coûts. Voilà, et de leur impact sur la performance économique de l'entreprise. On a aussi travaillé sur une sensibilisation, donc du coup des conseillers RH, hein, ceux qui interviennent et qui accompagnent les entreprises pour qu'elles puissent déjà prendre en main ces questions-là et pouvoir être en conseil auprès des entreprises.
Et sur cette année, donc on continue cette action en direction des entreprises avec l'ARIA sur ce secteur-là. On a sensibilisé les conseillers à l'emploi, les conseillers entreprises d'Ocapiat. On travaille sur une expérimentation avec une entreprise sur la mise en place d'une formation Cléa qu'on suit, et qu'on essaie de suivre sur l'année pour voir à partir de la sensibilisation des encadrants, comment le repérage s'est fait et comment la solution formative se met en place et ce qu'elle produit. Et puis, on a aussi une expérimentation en cours qui est en train de démarrer sur les services à la personne. Et là, c'est une expérimentation qui se passe dans le Var. Je pense que j'ai rien oublié. Mais est-ce que vous avez quand même l'impression, je veux dire que nos fédérations professionnelles, on évoquait tout à l'heure le BTP, on évoquait évidemment la restauration, le service à la personne auquel vous faites allusion, et puis je pense aussi peut-être des métiers de la propreté. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez vraiment l'impression que fort de l'appui qu'on sait que vous avez pu apporter, il y a vraiment une prise en main, il y a une prise en compte, il y a vraiment des outils spécifiques qui se mettent en place et que derrière, je veux dire, il y a quand même des parcours qui sont financés? Ou est-ce que ça reste finalement de l'intentionnel, mais il n'y a pas véritablement un effet visible, levier, à part quelques expérimentations, si je puis dire, qui peuvent être conduites sur un territoire ou avec une entreprise? Il me semble que les appuis ou les conseils qu'on peut apporter ici en région, ils viennent aussi croiser des dynamiques qui se mettent en place au niveau national aussi, notamment avec les branches ou avec les OPCO. Et du coup, tout ça vient compléter en fait ce puzzle aussi d'intervenants dans le réseau des entreprises. Et ça, effectivement, par secteur, notre biais était de rentrer effectivement déjà en s'appuyant sur les bonnes volontés. L'idée étant de pouvoir animer la thématique. Oui, Laurence, tu lèves la main. D'accord. Mais pas au point de la parole. Non, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à la question qui est posée, nous, le sentiment qu'on a au CRI, c'est que les entreprises classiques ne viennent à ces questions d'illettrisme que quand ça pose un souci dans l'organisation. Donc, quand on a un accident du travail et qu'on se rend compte que la personne n'avait pas lu le mode d'emploi, ou quand il y a quand il y a un problème de sécurité, ou quand il y a une nouvelle machine, un déménagement, etc., c'est pas spontanément les entreprises nous renvoient. C'est pas nous, ça, on va pas payer pour ça. Ça, c'est l'éducation nationale. On veut bien être. On veut bien faire un peu de social, mais il faut pas non plus. Voilà. Donc la réalité, c'est que nous, on essaie de rentrer par les petites portes. C'est pas la porte, elle est pas grande ouverte. Là où on travaille, là où c'est par contre beaucoup plus évident, c'est dans le secteur de l'insertion par l'activité économique, où là, on a effectivement les partenaires, voilà, ils y vont. Mais donc, si vous voulez, dire que l'action du CRI a eu un effet levier sur les entreprises en région, voilà, c'est un travail d'autant plus ingrat. Ça pourrait être un axe de progrès, mais ce sont des petites touches. Voilà, il faudra aussi qu'on demande un financement avec un zéro de plus, quoi. Enfin, je veux pas. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est un ensemble. Est-ce que vous avez vraiment des financements dédiés pour pouvoir évidemment sensibiliser là-dessus, je veux dire, nos fédérations professionnelles. Ça, on le fait. On le fait. Il y a mais il y a des personnes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elles viennent vers nous. Quand il y a une urgence, quand il y a une crise. C'est un petit peu comme aujourd'hui. On n'est pas 200 personnes aujourd'hui. Les gens qui viennent, ils ont une bonne raison de venir. C'est quand même, c'est une thématique qui intéresse, mais où on ne vient pas. Après, c'est pas évident. Mais par exemple, du coup, un travail ingrat, mais il y a un travail de sensibilisation constante, de répétition constante dans les différents réseaux, que ce soit ceux de l'économie sociale et solidaire, de l'IAE, des GEC, etc., des groupements d'employeurs ou des syndicats, pour pouvoir constamment
parce qu'il y a du turnover, parce que les problématiques, enfin, aujourd'hui en pleine crise économique et suite à une crise du Covid, les entreprises, elles rencontrent d'autres difficultés, c'est pas toujours. Donc, il faut continuer à entretenir toujours cette thématique. Là, on va peut-être aussi s'appuyer sur un besoin de recrutement qui s'est, voilà, sur ces derniers mois, enfin ces dernières semaines et dans les semaines à venir. Il y a une forte tension sur les questions de recrutement, donc on va s'appuyer sur ce besoin-là pour être présent. Voilà. Oui. C'est juste une question, ce n'est pas un jugement de ma part. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, par rapport à ces assises, on va dire, départementales, est-ce que vous aviez invité éventuellement des branches professionnelles, voire des organisations représentatives des salariés? Parce que ça peut aussi être intéressant de rentrer par la porte peut-être des organisations syndicales pour remettre évidemment cette question à l'ordre du jour lorsqu'il y a évidemment des réunions en interne dans l'entreprise. Vous les aviez invités ou vous ne les aviez pas invités? Alors, on avait communiqué, mais ce n'était pas forcément la cible première, en sachant qu'il y a voilà, on continue à animer. Il y a effectivement d'autres temps sur les départements qui sont en train de se faire, notamment là avec la CFDT, etc., sur des sensibilisations où on va pouvoir venir sensibiliser. Mais c'était difficile aujourd'hui, en l'état, avec les difficultés que rencontrent les entreprises aujourd'hui, de les mobiliser X fois. Donc, c'était aussi important d'informer les réseaux. Mais voilà. Après, on a peut-être des carnets d'adresses à croiser aussi. Hein. Quand le CRI invite, ce n'est pas tout à fait la même chose que quand l'État invite ou la région. Donc, ça, c'est aussi des… Et c'est vrai que sur le monde économique, on fait des formats courts aussi, plus courts. Plus spécifiques, disons, parce que ce n'est pas forcément plus court. Bien. Est-ce que nous passons à la présentation de quelques ressources? Oui, du coup, je vais recroiser mon… Moi, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui étaient arrivées, donc peut-être se présenter. J'ai vu notamment… Au moins dans le chat. Voilà. J'ai vu notamment Sandra Magliano qui nous accueille régulièrement quand on va à Nice. Donc, voilà, j'en profite pour la remercier. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Bonjour à tous et à toutes. Désolée, je suis un peu en intermittence parce que je n'avais pas pu caler ce temps-là, mais du coup, j'ai pu quand même entendre quelques échanges. Donc, oui, ça reste un thème important de nos accompagnements. Donc, nous, on est une association qui accompagne les jeunes mineurs non accompagnés. Donc, on est face à des situations d'alphabétisme, de problématiques du français langue étrangère, langue d'intégration, etc. Voilà. Excusez-moi, est-ce que je peux connaître le nom de votre association et où on peut la trouver? Oui, c'est l'association PAGE. Donc, on est sur Nice et sur différents lieux du département parce qu'on a des structures qui accueillent ces publics MNA de Sainte-Agnès, là au-dessus de Menton, sur Nice et également sur Valbonne où on a 2 structures. Et on les accueille sur des foyers et sur ce que on appelle le semi-diffus, c'est-à-dire des appartements où ils sont en colocation avec des équipes éducatives sur place, éducateurs, psychologues, chefs de service, etc. D'accord. Voilà. Merci. Et donc, on les accompagne sur tout ce qui est insertion sociale et professionnelle. Et ça passe bien sûr par des ateliers linguistiques. Voilà, je me rattache du coup un peu au groupe comme ça. Sandra, c'est Manuela, bonjour. Oui, bonjour Manuela, je t'ai entendue là, oui. Tu peux nous dire combien de personnes ça représente
sur page, du coup, c'est MNA, c'est mineurs non accompagnés? Oui, alors j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais là actuellement, on est bien sur à peu près 300 personnes. Donc, vu qu'on est un peu sur un système, on va dire, d'entrée et sortie permanente en fonction des flux migratoires, vous pouvez imaginer que ce chiffre sur une année est important. Je ne l'ai pas en tête parce que je n'avais vraiment pas préparé cet échange, mais voilà, on est sur plus d'une centaine, évidemment. Et on avait échangé sur la difficulté, en fait, de pouvoir inscrire dans des formations des mineurs qui n'ont finalement aucun statut puisqu'ils sont en attente avant leur majorité. Oui, c'est un peu compliqué pour nous parce que effectivement, on n'arrive pas à les faire entrer sur les dispositifs, par exemple de formation de région, de par leur statut et autres dispositifs d'ailleurs. Donc, pour nous, la meilleure voie d'intégration pour eux est de passer par un apprentissage. Donc, que ce soit des CAP ou des titres professionnels, parce qu'avec la validation du parcours et la prise en charge par l'OPCO, ils obtiennent en fait l'autorisation de travail. Et donc, ça nous permet de pouvoir mener avec eux à bien leur projet professionnel et leur insertion. Sauf qu'à 18 ans, ils sortent du dispositif MNA. Ils ne sont plus sous la responsabilité de la protection de l'enfance et donc là, c'est là où c'est le plus compliqué pour nous parce que du coup, on les a plus et on sait que pour certains, c'est compliqué. Donc, c'est un gros enjeu de pouvoir travailler cette insertion sociale et professionnelle avant leurs 18 ans. Donc, ça va quand… ça va. C'est plus facile quand ils arrivent et qu'ils ont entre 15 et 16 ans, mais quand ils arrivent et qu'ils ont 17 et quelques, c'est du coup très compliqué parce qu'on a très, très peu de temps pour travailler ça avec eux. Parce que quand ils arrivent, le plus important est la mise à l'abri au départ, c'est-à-dire l'hébergement et la prise en charge de santé. On a entendu tout à l'heure qu'il y avait quand même le système des bénévoles et puis la semeuse nous a aussi indiqué les actions qu'ils faisaient en quartier, mais eux ne peuvent pas agir sur les mineurs. Et c'est vrai que je ne sais pas si tu as entendu du coup cette intervention de Valentina sur elle est le à côté réseau de des moi pour tout vous dire. Ah oui, ok. Oui, elle est chez nous aujourd'hui. D'accord. Oui, c'est intéressant. Alors, nous, on met en place des ateliers comme ça, mais c'est pour la suite, du coup, ce sera une très bonne solution de pouvoir les orienter vers ce type de projet, on va dire, et toutes ces personnes volontaires. Je vais me permettre de reprendre la parole parce qu'on a 5 minutes avant. Voilà, donc pour conclure, je voulais juste quand même prendre quelques instants pour vous présenter aussi rapidement, oralement, un ensemble de ressources qui sont à votre disposition déjà, que le CRI développe tout simplement en allant sur illettrisme.org. Vous retrouvez bien évidemment des ressources vidéo, des productions, des publications qui sont à découvrir. Je ne peux que vous inviter à vous inscrire à la newsletter parce que ça vous permet d'être informé en temps réel sur les animations qu'on propose, y compris sur le 06. On a eu pas mal là sur ce premier semestre, donc à suivre sur le semestre à venir, dans le cadre des missions que Laurence vous a présentées en début de séance. Donc on a effectivement des animations pédagogiques, mais aussi des groupes de travail, des sensibilisations interacteurs pour mieux comprendre la problématique. Et puis on a aussi un répertoire en ligne des organismes et des actions sociolinguistiques qui est accessible depuis notre site illettrisme.org et qui vous permet d'identifier ce que les structures portent, contacter les structures en fonction des actions qu'elles portent sur le territoire. Donc, l'outil permet d'accéder à, on va dire, une fonctionnalité de recherche accompagnée selon le profil des personnes ou le type d'action recherchée et de pouvoir zoomer en fonction du territoire. C'est un travail qui est fait en collaboration avec le CARIF Espace Compétences et puis bien sûr avec les financeurs de formation qui nous informent
sur… tu mets le partage. Qui nous informe sur les dispositifs de droit commun. Donc, ça vous permet effectivement d'identifier, on a vu ce qui a été présenté tout à l'heure, hein, les actions dans le cadre du PRF ou dans le cadre des AFC Pôle emploi, y compris de l'axe 2. Donc, on le met à jour au fur et à mesure. Mais c'est aussi des actions dites sociolinguistiques qui sont financées via, par exemple, le BOP 104 ou la politique de la ville, etc., et qu'on recense au fur et à mesure. Donc, c'est un outil en constante évolution. Je ne peux que vous inviter à nous faire part des modifications à prendre en compte, puisque au fur et à mesure, les acteurs de terrain nous font aussi des remontées. On vous a proposé là, ce que Laurence vous présente, c'est un tableau qui récapitule, c'est une photographie aujourd'hui du nombre d'actions sur le 06. On voit effectivement une concentration importante sur le territoire de Nice. Et comment ces actions se répartissent, que ce soit les actions à visée d'insertion, donc sociale et professionnelle, les AFC, Pôle emploi, y compris axe 2, les écoles, l'action proposée par l'école de la deuxième chance, et puis les préparatoires CLEA et les organismes qui font l'évaluation à CLEA. La préparatoire CLEA, on est sur une fin de marché, hein, comme Manuela l'indiquait tout à l'heure. Les dispositifs OEPRE, donc qui sont hébergés dans les écoles, les maternelles, les collèges, et puis la formation linguistique dans le cadre du contrat d'intégration républicaine qui est porté par l'OFI. Donc là, c'est un tableau récapitulatif, mais vous trouvez le détail de tout cela dans le répertoire en ligne des organismes, des actions et des organismes. Vous avez présenté aussi, je voulais juste vous dire que des outils, effectivement, il y en a, et l'idée, c'est aussi de comprendre comment ils s'imbriquent les uns et les autres, et surtout comment ils se complètent. On a des outils plutôt autour du repérage, donc je pense par là, par exemple, aux éléments qui sont proposés, les petits MOOC et autres formations courtes qui sont proposées en ligne par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Donc, il y a Illettrisme tous concernés, qui est accessible à tous. Le CRI qui a développé un outil Galet, un guide d'analyse des situations d'illettrisme qui est plutôt en direction des jeunes de niveau infra 5, enfin ex-infra 5, parce que c'est dans l'autre sens maintenant, donc en mission locale, qui est un outil que vous trouvez en ligne et qui permet d'identifier un faisceau d'indices qui permettent de dire qu'une personne est en situation d'illettrisme. Ensuite, on a deux outils plutôt de diagnostic, donc un outil qui est en ligne, qui est Cap Compétences Clés, qui est proposé par Ocapiat, uniquement sur le lire, écrire, compter, qui propose aux salariés, mais de façon en autonomie sur l'ordinateur, de pouvoir répondre à un certain nombre de questions. Et donc au RH de pouvoir identifier avec l'appui d'Ocapiat où se situe la personne. Puis l'outil Diego, qui est un outil qui a été développé par le CRI depuis 2 ans maintenant, qui est toujours dans une version bêta, puisqu'il est en cours d'évolution, de tests, d'expérimentation, et qui fait l'objet notamment de sessions de présentation sur les territoires et en ligne. Donc, juste pour information, la prochaine session, ça y est, je l'ai perdu, elle a lieu le 28 juin. C'est ça, le 28 juin par visioconférence. Donc, vous pouvez vous inscrire depuis le site internet du CRI. Diego, donc, je vois que les slides passent. C'est un outil de diagnostic des compétences de base. Il a été développé pour proposer un diagnostic fin au niveau des 4 degrés du référentiel de la NLCI, et notamment sur les 8 compétences. Donc, c'est la particularité, c'est qu'on a travaillé à identifier précisément sur chacune de ces compétences le niveau, les différents niveaux, et on propose, donc ça s'adresse à tout accompagnateur, et ça propose du coup, là c'est ce que vous voyez à l'écran, un résultat chiffré pour chacune de ces compétences, au niveau où la personne se situe sur chaque niveau, sur chaque compétence. Donc, c'est la compréhension écrite.
l'expression écrite, la compréhension orale et l'expression orale, et ensuite le repérage dans le temps, dans l'espace, le calcul et le numérique. Ce positionnement est proposé non pas en autonomie, mais accompagné. C'est un outil de diagnostic accompagné et partagé qui se fait donc avec un accompagnateur qui propose à l'usager de tester en ligne, de répondre à des questions en ligne, et la personne est systématiquement accompagnée. L'idée étant d'identifier où se situent ses compétences et vers quelles compétences on propose d'aller pour évoluer. Donc, on est, si tu veux bien avancer, pardon. Juste après. Attention, en sens inverse, j'ai un peu de mal. Je t'ai perdu. Si tu avances, donc on a, je ne sais plus si je l'ai dit, une quarantaine de questions qui sont regroupées par 4 grandes séquences. Une séquence qui permet de comprendre l'objectif de Diego. Il est important que la personne comprenne ce qu'il en est et adhère à l'exercice qu'on lui propose de faire. La deuxième séquence sur une inscription sur Diego, donc ça permet d'identifier, y compris des questions d'écrit, d'oral, et systématiquement l'accompagnateur vient en aide. Si la personne ne peut pas le faire seule, écrire seule, et elle le fait avec l'accompagnateur, mais ça permet effectivement une notation aussi sur ces indicateurs-là. Une séquence autour du déplacement, donc on a une petite carte et là on propose à la personne d'identifier un certain nombre de consignes autour de des déplacements en ville, et ensuite plutôt une question axée sur les écrits du monde du travail, donc répondre à une offre d'emploi, etc., se présenter. Donc c'est un ensemble de questions qui permet effectivement de situer et de proposer ensuite un diagnostic qui indique, donc si tu peux avancer de slide, voilà, qui indique à la personne où elle en est, sur quel degré, sur chacune de ses compétences, quelles sont les compétences acquises et ce que Diego permet de dire, et voilà, et quels objectifs elle peut se fixer sur chacune de ses compétences. Ce qui est important aussi, c'est que ce travail-là fait l'objet du coup d'un compte-rendu qui est écrit et qui permet d'être communiqué à l'accompagnateur. Donc, la prochaine session de présentation, c'est le 28 juin. Voilà, globalement, pour les outils, les 16h03, je l'ai fait au galop. Si je peux prendre 30 secondes. Excusez-moi, Elisabeth, vous disiez simplement, je vais le faire très vite, qu'il fallait articuler tous les outils et vous présentiez sur la fin de la slide Eva et Eva Cobb. Donc, simplement… Pour Eva, oui, qui n'est pas exactement un outil de positionnement. C'est un outil qui permet simplement d'évaluer les compétences transverses et les compétences de base d'un bénéficiaire ou d'un jeune et qui ne s'adresse pas à des accompagnateurs qui seraient véritablement formés. C'est plutôt un outil à l'usage des prescripteurs. Voilà. Pour le positionnement, c'est Eva Cobb à destination là vraiment de formateurs en organisme de formation. Simplement, voilà, en 15 secondes. Tout à fait, je n'ai pas eu le temps d'aller jusque-là, mais merci Corinne de l'avoir fait. Elisabeth, la présentation du 28 juin qui est prévue sur Diego, il y a possibilité que nous puissions diffuser cette information et le lien auprès des partenaires? Oui, bien sûr. Tu pourras nous envoyer un lien ou nous indiquer où je peux le trouver sur…